Bonjour et bienvenue dans ce Rurikant Pitch pour lequel j'ai choisi ce décor printanier et saisonnier, puisque je vais vous parler d'un film printanier et saisonnier. Pierre angulaire de l'horreur crade, rital, culte des années 80, le monstrueux Anthropophagus de Joe D'Amato. C'est maintenant. Io sento le sue vibrazioni nell'aria. E sono vibrazioni di una potenza orrenda. Alors, que raconte Anthropophagus? C'est une histoire absolument extraordinaire, c'est vraiment épique, c'est vraiment magnifique, c'est un scénario comme on n'en voit que rarement, que Kubrick aurait certainement voulu écrire, puisque c'est des gens qui veulent faire un tour de plusieurs îles en bateau, et ils rencontrent quelqu'un qui dit « Bah écoutez, ça tombe bien, moi j'ai besoin de rejoindre des potes sur une île, est-ce que vous pouvez me déposer? Oui, il n'y a pas de problème, on arrive sur l'île, il n'y a personne, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais en même temps, on a l'impression qu'il y a une espèce de créature bizarre qui rôde et qui peut-être mange les gens. » Allora, ci andiamo o non ci andiamo in questo paradiso? Che ne dite di metterlo ai voti? Chi è per il sì alzi la mano. Sì! Voilà, c'est à peu près tout. C'est culte, mais c'est pas bien, mais c'est génial. C'est un peu tout à la fois. Voilà, c'est le cinéma d'horreur rital de série B, pas le très grand cinéma d'horreur rital, mais c'est l'horreur sale italienne. Bancale, oui. Mal joué, oui. Souvent mal filmé, oui. Maquillage approximatif, oui. Mais c'est pas grave, ça fait partie du charme du truc. Est-ce qu'on s'emmerde parfois? Mais bien sûr qu'on s'emmerde. Mais si c'était génial, est-ce que ce serait aussi formidable? Vous savez, l'Italie, c'est vraiment le pays comme ça où tout est un peu extrême. Il y a plein de films de boules extrêmes. Quand ils s'engagent dans la guerre, c'est des fascistes. Moi, je suis italien, alors je peux me permettre, hein, venez pas me faire chier. Quand ils font des films d'horreur, voilà, tout de suite, ils vont dans le trop, dans le surplus, dans la folie. Mais c'est cette folie qui fait que c'est génial. Quand c'est un petit peu grandiloquent, c'est carrément exubérant à la Fellini. Vous voyez, c'est ça l'Italie. Et quand les seins sont gros en Italie, ils sont énormes. Les soirées bunga bunga, tu vois, toi tu fais tes petits trucs à trois avec ta sœur et tout machin. Mais là-bas, c'est bunga bunga direct. C'est tout le temps le trop, l'Italie. Alors, on peut penser, quand on voit Anthropophagus, on peut penser à l'enfer des zombies de Lucio Fulci. Grand film d'horreur. Lucio Fulci a fait des mauvais films, mais aussi des très grands films. Joe D'Amato, qui est le réalisateur du film qui nous intéresse ce soir, a fait un petit peu tout, beaucoup de films un peu branlés comme ça, un peu le Jean-Pierre Mocky de l'horreur par moment. Hein. Oh, on y va, moteur. Tu vois, il était un peu comme ça. 200 films au compteur. Ça ressemble par moment à l'enfer des zombies de Lucio Fulci, parce qu'on a les mecs qui partent en bateau sur une île, prétexte, voilà, etc. Alors c'est marrant parce que quand on regarde Anthropophagus, on a vraiment l'impression qu'ils sont allés tourner en Grèce, que Monsieur Grèce, Jean-Claude Grèce, leur a dit « Écoutez, vous venez tourner chez moi, mais alors montrez un maximum de plans touristiques. Hein. Utilisez la mer, les bateaux. On a un petit peu l'impression de temps en temps d'être dans un film de propagande pour aller visiter la Grèce. Voilà, c'est marrant. Mais je pense que c'est aussi pour étirer la bobine, parce qu'il n'y avait pas toujours plein de trucs à dire non plus, il n'y avait pas un scénariste de ouf, mais il y a un charme qui se dégage de ce film. Il y a un charme qui se dégage de ce film. Je dirais même qu'il y a un charme qui se dégage de ce film. Je vanne Anthropophagus parce que c'est pas possible de pas vanner un peu le film, tu vois, tu mates le film. En fait, c'est ces films dont tu es parfaitement conscient des incroyables faiblesses, mais que tu aimes parce qu'il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose d'habité. Tu vois, il y a des films aujourd'hui avec beaucoup plus d'argent, beaucoup plus classe, qui sortent dans toutes les salles du monde, en fanfare, et qui n'ont pas le 10e de l'âme de ce film-là. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'horreur. Je vous parlais là, il y a quelques semaines de, comment il s'appelle le film, Trauma, le film chilien. Avec un côté bis en plus dans celui-ci, on est quand même dans la véritable horreur. Parce que le personnage méchant qui nous fait flipper là dans ce film-là, il est dégueulasse, il est sale, il est moche. Et tu vois, c'est pas de l'horreur propre, c'est de l'horreur poisseux, c'est de l'horreur en putréfaction. Et cette affiche légendaire qu'on connaît, si vous ne la connaissez pas, ne la regardez pas parce qu'elle spoil un peu le film. La séquence qui représente l'affiche dans le film ou vice-versa, elle est vraiment choquante. Tu as des couloirs dans le film, c'est le cas de le dire parce qu'il y a plein de couloirs. Tu as des couloirs où il ne se passe rien, mais alors quand le mec est là, c'est infâme, tu vois, tu as l'impression d'être dans la gadoue
pendant 1h30. Et c'est ça qui est pas mal aussi dans ce film-là, qui est quand même très rigolo. Parce que la musique, elle est dégueulasse. Alors de temps en temps, elle est vachement bien, un petit peu à la Cannibal Holocaust ou l'Enfer des zombies, quelque chose de poisseux en... Tu vois, encore cette espèce de sensation d'être dans la mélasse, de s'enfoncer dans un espèce de puissant fond. Et puis de temps en temps, tu as une espèce de musique, on a l'impression que c'est Charlie Oleg, le mec de Tournée Manège, ou je ne sais pas quel mec, qui reprend la musique grecque avec un orgue qu'il a acheté à Emmaüs, qui était déjà très très vieux quand les premiers propriétaires l'ont eu. Allez, petit extrait. C'est affreux, mais c'est génial. Les Rital, ils ont ça. Tu vois, c'est comme ta maîtresse préférée. Voilà, elle est pas très belle. Voilà. Elle fait pas forcément très bien l'amour. Et puis, elle a des seins qui n'ont pas la même taille. Mais tu adores baiser avec cette femme. Tu adores, c'est une extase incroyable. Alors que tu t'es fait une bimbo l'autre fois dans tes rêves. Et puis, c'était nul. Voilà. Et ben, c'est pareil. Là, c'est ta maîtresse secrète, tu vois. Tu sors ton petit Joe D'Amato du placard, tu fais une petite partie de jambes en l'air et tu t'éclates la bite. Et ça, c'est monstrueux. Même si t'es une meuf, tu t'éclates la bite. Tu l'as vu, Anthropophagus? Qu'est-ce que tu penses d'Anthropophagus? Et puis surtout, ce qui est cool avec Anthropophagus, c'est qu'il fait partie de ces films comme ça qui ont marqué toute une génération de gens qui fréquentaient les cinémas d'horreur ou les vidéoclubs dans les années 80. Avec sa jaquette dégueulasse et son espèce d'aura de putréfaction, une fois de plus, d'horreur, quoi. Il y a eu quelques films comme ça, très très marquants. Il y a eu Zombie et son affiche ultra violente qui était quand même sur les murs de Paris, sur les murs de France, un peu partout. Il y a eu Ozone et Abomination, fait un peu par les mêmes mecs, qui sont des petits classiques de VHS, mais vraiment qui étaient immondes. Il faut comprendre quand même que dans les années 80, c'est une époque où tu ne voyais pas de violence à la télévision. Tu ne voyais pas de décapitation en direct sur le net. La violence, elle passait par ça. Quand tu voyais une affiche comme ça, tu ne pouvais pas ne pas te dire mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, tu vois. Il y a quelques années, dans le métro à Paris, j'ai vu une pub pour un journal qui mettait en avant, ça s'appelait Choc je crois, qui mettait en avant des trucs horribles qui se passent, mais réels quoi. Et il y avait un footballeur qui s'était accroché le doigt à son alliance ou je sais pas trop, et il s'était arraché le doigt pendant un match. Et tu le voyais courir le doigt en moins. Mais moi je voyais ça sur les murs du métro, je disais mais putain mais c'est horrible. Et bien ça avant, à l'époque d'Anthropophagus, on ne voyait pas ça sur les murs, on ne voyait pas ça. Donc les films Rital comme ça et autres, Romero et tout, c'était vraiment des films qui choquaient réellement. C'était vraiment du choc. Et si Anthropophagus n'est pas un film vraiment bien torché, il est quand même un vrai film choquant. Il y a vraiment des séquences dégueulasses. Et le méchant, il est très bien interprété, dans la mesure du possible, parce qu'il fait... mais il est vachement bien, par George Eastman. George Eastman, personnage culte de la série B, série Z, qui a joué dans plein de trucs. Il a joué par exemple dans Atomic Cyborg. Il joue le mec qui fait des concours de bras de fer contre Daniel Green. Le vainqueur sera celui qui fera toucher le premier le dos de la main de son adversaire sur la table. Et aucune forme d'appui n'est autorisée, hein? Quand j'en aurai terminé avec toi, tu pourras enfin te torcher le cul avec ton nez. George Eastman, c'est plutôt un beau mec, avec un beau sourire comme ça, une vraie tête de Rital à jouer dans des western spaghetti. Et là, ils l'ont dégueulassé. Mais tu le vois dans une petite séquence flashback pour comprendre pourquoi le personnage est devenu ce qu'il est devenu. Et George Eastman, il a ce statut culte avec ce film, notamment et surtout. Mangiami, maledetto! No! Alors, je vous ai parlé de Joe D'Amato, je ne vais pas vous donner ces 200 films parce que j'ai vraiment pas que ça à foutre. Deuxièmement, je m'en fous. Troisièmement, on n'a pas le temps. Quatrièmement, il y a plein d'autres trucs comme ça. Je ne vais pas non plus vous donner tous les trucs parce que ça aussi, on s'en fout. Mais je peux vous dire que Joe D'Amato est un mec qui a vraiment beaucoup œuvré dans plein de styles différents. L'horreur, le post-nuke, un peu de western, beaucoup de boulard aussi. Il est connu notamment pour plusieurs choses, comme la série des Emmanuel, mais Emmanuel, pas Sylvia Christel, une autre Emmanuel, Laura Gemser, Emmanuel ceci, Emmanuel là-bas, Emmanuel là. Et qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a fait Blue Holocaust, musique de Goblin. Il a fait L'Attaque des Morts Vivants, co-réalisé, je crois, qui est sorti en salle. Regardez cette affiche. C'est sorti en salle en France, ça. C'est quand même choquant. Avec Robert Vaughn, les agents très spéciaux, les 7 salopards, 12 samouraïs mercenaires. Et Joe D'Amato, bien sûr, et c'est pour ça qu'il restera dans votre cœur, je le sais, mesdames et messieurs.
À la fin de sa carrière, il a signé l'excellent Anal Paprika. Senti, dottore, poi dopo me lo fai provare. Petit oubli, il a aussi fait Hathor. C'est une sorte de connasse, on va dire. Et à un moment, il se bat contre une araignée géante. Et ça, c'est incroyable, ça m'a fait terrifier, puisque cette araignée géante, en fait, elle est mécanique, puis elle fait comme ça. Mais elle fait juste comme ça. Elle avance pas, hein. Elle fait comme ça. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait plein de séquences folles dans Anthropophagus. Pareil, il y en a une autre d'ailleurs qui est plutôt pas mal et c'est vachement intéressant d'en parler parce que je pense sincèrement que Rob Zombie, qui a évidemment vu Anthropophagus, s'en est inspiré pour une des scènes les plus poisseuses de La Maison des Mille Morts. C'est un moment où ce méchant là, cette espèce de personnage qui nous fait chier dans le film qu'on regarde ce soir là, il sort du puits avec une espèce de musique glauque. Regardez. Et maintenant, regardez la séquence de La Maison des Mille Morts avec un personnage glauque qui sort d'un puits. Tu vois ce que je veux dire? Si vous avez le téléphone de Robert Cummings, le vrai nom de Rob Zombie, on va l'appeler pour lui tirer la barbe et le postiche. Alors on a aussi plein d'autres séquences beaucoup plus légères et beaucoup moins informatives, mais tout aussi réjouissantes, comme par exemple le mec qui joue autre chose à la guitare. Ça, c'est un grand classique. C'est-à-dire qu'il joue quelque chose, peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est clairement pas ce qu'on entend. Regardez. On a aussi les Italiens toujours à la pointe de l'écologie, la séquence pollution. Merci à l'équipe du film d'avoir fait ceci. Et puis, petite séquence nostalgie, petite séquence trop choupinou, la boîte de nuts. Nervosetti, eh? Allora, siamo riusciti a capire il mistero? Alors on a cherché une boîte de Red Air, mais il n'y avait pas, ou même des Tritz. Non, il n'y a que des nuts. C'est déjà pas mal. On a aussi ce côté jusqu'au boutiste des Italiens qui vont vraiment aller chercher vraiment le maquilleur en chef pour des effets spéciaux réjouissants, formidables. Non mais fabuleux, regardez-moi cette tête. Au début du film aussi, un petit chien qui se promène, il est content, mais on lui fait dire plein de trucs. Regardez bien, c'est pas très synchrone. Ça fait un peu pourri dire, c'est pas très synchrone, ça fait un peu des émissions genre, hey, je vais aller regarder les défauts des films parce que moi... Non, c'est de l'amour. On est en train de te dire que c'est de l'amour, je suis pas en train de te dire que c'est nul. C'est beau, c'est de la poésie, tout ça. Un jour, il y a longtemps, j'ai rencontré John Saxon. John Saxon, qui est décédé maintenant, c'est l'un des mecs qui était avec Bruce Lee dans Opération Dragon. C'est le père dans Les Griffes de la Nuit. John Saxon, il a fait plein de films. John Saxon, il me racontait ses tournages en Italie. Il disait, vous savez, les tournages en Italie, c'est un peu... Il faisait ça avec le geste, tu vois. C'était l'air de dire... c'est pas grave, on continue. Voilà. Et c'est ça qui est beau. C'est aussi ça qui est beau en Italie. C'est qu'on s'en fout un peu toujours. C'est pas grave, ça marche. Allez, suivant, plan suivant. Voilà. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en avant là. C'est pas de la moquerie. Alors bien sûr, il y a aussi le top de la technologie, l'écologie, oui, mais la technologie. L'homme qui, pour mieux entendre, bien avant les trucs de beat de Dr. Dre, le mec a une chaîne IFI à gauche, une chaîne IFI à droite. Il est là. Joe D'Amato, toujours amateur de grands espaces. Hommage à Kubrick avec le plan téléphérique. Vous admirerez ce cadrage formidable. Là, on a aussi des acteurs quantiques, comme cette petite fille qui visiblement n'avait rien à foutre là et qui se rend compte qu'elle est devant la caméra d'Anthropophagus de Joe D'Amato. Donc elle regarde et elle se casse. Regardez bien. Io salgo davanti. Arnold, vieni dietro con me. Sì, ecco. Et bien sûr, D'Amato Tour vous fera visiter la Grèce avec ces quelques plans qui n'ont rien à voir avec l'histoire, mais ça fait toujours production value. On était vraiment en Grèce, les gars. Regardez, j'ai filmé des gens. On a aussi une petite perversité italienne. Alors c'est un petit peu maintenant désuet, mais à l'époque, ils le pratiquaient beaucoup. L'enculade vomitive. Su, non preoccuparti, tesoro. Et bien sûr, devant autant de féerie, il fallait un sponsor digne de ce nom. On peut être certain que M. Coca-Cola a mis beaucoup de thunes dans le film, puisque regardez ce que boivent les gens dans tous les plans de cette séquence. Prendi. Grazie. Nous arrivons bien sûr à la séquence la plus culte de l'univers depuis l'invention de l'univers, avant je ne sais pas, le casting quantique. Nous avons à la fois des noms et des visages. Et nous avons par exemple une sorte de connaissance éloignée de Mia Farrow.
mais aussi un faux Sylvester Stallone, le grand-père de Rod Steiger, le mec à cause de qui il y a toujours les potards dans le rouge, Bob Larsen. Et puis sur son bateau, il navigue entre deux eaux, il pêche les saumons avec les dents, Eric Tabarly. Toujours besoin d'un petit conseil pour garder la forme, Rick Azaray est dans le film. Et puis Gore, Italie, ok d'accord, mais la culture, la caution culture, non pas madame, mais monsieur, François Sagan. Salve. Ma che bel quadretto romantico. Bonjour tristesse. Et voilà mesdames et messieurs, nous allons terminer avec une petite rubrique que je vous ai annoncée la semaine dernière, une nouvelle rubrique, le mutant de la semaine. Le mutant de la semaine, c'est toujours l'œuvre de Nicolas Alberni et c'est Fredith Piaf. Non, rien de rien. Le mutant de la semaine, il y en aura un toutes les semaines. Petite question, on va être dans un moment confession là, un petit moment confession. Vous allez me dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, quel est le premier film de boule que vous ayez regardé? On en parlait tout à l'heure de film de boule, Joe D'Amato, tout ça. Quel est le premier boulard que vous ayez regardé en secret ou pas en secret? À quel âge? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez revu ce film? Est-ce que vous vous en souvenez? Quel est le nom de ce film? Moi, ça m'intéresse. Racontez-nous ça, racontez-nous. On ne répétera à personne, chut, sauf aux millions d'auditeurs de Freakson. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite confession moi-même. Le premier boulard qui m'a plu, le premier boulard qui m'a marqué, je pense sincèrement que c'était Adorable Lola de Gérard Kikoïn. Ouais, je vous expliquerai un jour pourquoi. Peut-être. À bientôt. Non, rien de rien.